Accueillez Franck Désert, architecte et analyste en sécurité infonuagique chez CGI pour cette conférence présentée à l'occasion de l'événement Le Sécure. Bonne conférence! Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ma présentation. Je veux vraiment insister à remercier Québec Numérique et surtout Sécure et mon ami Nicolas Loïc de m'avoir invité. Ça m'a permis aussi de sortir depuis ces 7 derniers mois, comme je le disais à l'instant, sur la partie évidemment de cette pandémie et de nous permettre évidemment de vous présenter en fait une présentation qui a aujourd'hui été pour moi un peu compliquée lorsque Nicolas Loïc est venu me dire est-ce que le cloud est sécuritaire? C'est la grosse question effectivement que tout le monde me pose depuis ces 5 voire 10 dernières années. Et donc j'ai voulu effectivement apporter une autre réflexion et je vous apporte évidemment, d'où le titre de ma présentation avec évidemment le Splinternet. Si personne évidemment connaît aujourd'hui le Splinternet ou éventuellement peu, vous allez évidemment vite le comprendre parce qu'il faut remonter aux fondamentaux et vous allez vraiment, j'espère en tout cas, comprendre mon cheminement à ce niveau-là. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Désert, je suis, comme vous pouvez le constater sur les logos et pour aller au sujet, on me nomme aussi Phoenix, c'est pour mes leads de CTF. Je suis au Hackfest depuis une dizaine d'années, à IAC, Québec Sec évidemment. Je joue essentiellement et je suis architecte organique d'origine, cloud security depuis maintenant vraiment un gros 8 ans et je joue dans le cloud depuis son début et depuis 2010. Plutôt côté bébé Microsoft, il est clair, donc du côté Azure, mais AWS c'est évidemment là où le cloud public au sens large. Évidemment, je fais partie de CGI depuis maintenant une dizaine d'années, et comme dit mon accent, citoyen canadien, mais évidemment français d'origine. Voilà. Sans plus attendre, on va évidemment démarrer la pointe par... Moi, j'aime toujours, de toute façon, vous raconter une histoire. Tous ceux qui me connaissent le savent. C'est « Il était une fois ». Et pour moi, au travers de dire qu'il y a un souci à savoir si le cloud est évidemment sécuritaire, c'est déjà de se demander comment ça fonctionne en tant que tel au travers déjà de l'Internet. Pour ça, et très rapidement, l'Internet, pour ceux qui éventuellement n'ont pas mon âge, c'est-à-dire... ARPANET est égal à 1968, donc ça fait 50 ans, bientôt pour moi aussi. Le fait c'est que ça fait quand même 50 ans que ce système existe, et évidemment initié par les Américains. Tout ça est arrivé au grand public dans les années 91, puisqu'il y a eu évidemment tout un débat au démarrage. Les États-Unis étaient évidemment l'origine de tout ça. Et en 91, le premier site Internet est arrivé pour qu'en 93, le passage à l'Open Web, le World Wide Web, tel qu'on l'entend, était évidemment dans le domaine public. Tout ça pour qu'aujourd'hui, évidemment, craint, parce que le monde de l'Internet, par rapport à une notion, on va dire, politique libertarienne, était de dire l'Internet doit avoir absolument une sorte de liberté, pas de frontières, une gestion évidemment purement technologique et doit être un espace totalement évidemment libre et compagnie. On va s'apercevoir que c'est compliqué, d'où évidemment le Splinternet et la notion de balkanisation qui est plus un mot européen, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, dans Il était une fois, encore une fois, toujours à cause de mon âge, tout n'est pas jeune. Je vais évidemment pas en citer le tout, vous comprenez que tout est basé sur l'Internet Protocol. Évidemment, par défaut, par exemple, le DNS, le SMTP, l'HTTP, tous ces mots-là, vous les connaissez au complet. Mais tout ça a évidemment une histoire et est basculé. Le DNS, c'est le Domain Name System. Un truc tout bête, aujourd'hui, la notion du domaine, dès que vous faites une requête quand vous êtes connecté à votre provider sait tout ce qui se passe aujourd'hui au travers des requêtes que vous faites. Donc, c'est pour ça que quand on parle de sécurité, c'est sécurité, privacy. Est-ce que je veux savoir où je suis éventuellement libre de savoir est-ce qu'on sait d'où je me connecte, mon IP, et ainsi de suite. Enfin bref, l'intégralité. Un truc tout bête, et vous allez comprendre que rien ne se réinvente. Dans les années 70, notre fameuse Elizabeth Fendler était la petite dame de Stanford qui était en charge à l'époque, parce que ARPANET était petit, puis même dans les années 80, c'était pas évidemment trop grand, était en charge de gérer justement une notion d'un WHOIS, tel qu'on l'entend, et elle tenait ça dans un fichier host. C'est marrant, ça me dit quelque chose, fichier host. C'est pas dans Windows 10, ça encore, le fichier WAS pour gérer les domaines, évidemment, dans les local serveurs. Donc, comprenez, il y a encore, évidemment, même après 40 ans, même après 50 ans, on va dire des vestiges, et l'intégralité de tout ça, évidemment, est claire. Vous allez voir et vous allez comprendre mon cheminement derrière. Évidemment, le système de domaine date, évidemment, de 85.
pour le côté évidemment de la grosseur des IP4 et de la grosseur des domaines. Comme par exemple le SMTP est un protocole assez vieux, qui n'a pas eu vraiment beaucoup de on va dire, de mouvements depuis lors. La dernière en date au niveau des RFC, tout ça évidemment fait partie de l'IETF, mais les RFC datent de 2015 pour CNTP. Pour le DNS, ça a été un des vieux protocoles les plus importants à aujourd'hui au travers d'Internet et il n'a eu que très peu de modifications jusqu'à ces 10 dernières années. Puis là, on s'interroge évidemment à faire du DHO, du DTL et ainsi de suite, ou du récursif DNS comme Cloudflare aussi, du reverse proxy Internet. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, toutes ces choses-là ont quand même 40 ans, 50 ans de vie depuis lors. HTTP, de monsieur Sir Tim Lee-Berners est évidemment mis depuis 89, lui aussi de la version 0.9 à la version HTTP 3 avec Quick, qui fait que encore une fois on réinvente ou on essaye de réinventer le protocole. Donc tout ça pour dire que effectivement encore une fois, sécuritaire ou pas sécuritaire, tout ce que je viens de dire à date, c'est américain. On est d'accord, l'intégralité de l'invention est américaine, les gens sont américains et les systèmes sont américains. Voilà, on passe à la suite. Mais évidemment derrière, comment ça marche ? Évidemment, la notion, on va dire, urban legend ou populaire des gens, c'est de penser, comme à l'époque dans les années 80, qu'il y a toujours 13 serveurs qui gèrent les noms de DNS. Heureusement, ça a un petit peu évolué depuis lors. Pas le choix d'ailleurs, parce que, évidemment, il y en a des millions. Donc désormais, c'est plutôt des identités de serveurs. Donc ça va de la lettre A à la lettre M. Vous en avez évidemment un certain nombre de démultipliés. Donc à l'époque, c'était jusqu'à 2016, je crois, 130, et on est arrivé à 997 démultiplications. Mais encore une fois, puis je vous invite évidemment à aller comme sur la slide sur root-serveur.com. Encore une fois, quand vous regardez évidemment les plus gros à date de A à L, automatiquement, ils sont évidemment aux États-Unis, encore une fois dédiés. Pourquoi ? Parce que c'est le pays d'origine, évidemment, qui a été fait. Donc désormais, et évidemment, au travers de tout ça, cette base de route a été avec des instances un petit peu réparties sur la planète, et avec des choix où, sur les 13 serveurs ou identités de serveurs, il y en a 3 qui sont maintenant gérés, 1 au Japon et 2 en Europe. Et puis le reste est encore géré, évidemment, aux États-Unis, encore à l'heure actuelle, en 2021. Donc là aussi, est-ce que c'est sécuritaire, le fait que ça soit dédié, ou l'hégémonie soit évidemment, encore une fois, dédiée aux États-Unis ? C'est la question, évidemment, de dire, est-ce que, pareil, le cloud est-il sécuritaire ? On est d'accord que ça aussi, ça remet aussi un point que l'Internet n'est pas magique. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en moment de pandémie, ou ce que je suis là avec vous au travers de l'enregistrement et le fait de pouvoir le faire, fait que c'est quand même basé sur du physique, basé sur de l'infrastructure et basé évidemment sur des choses réelles et tangibles. Évidemment, tout cela, encore une fois, par rapport à des notions éventuellement peut-être de magie, on pense que l'Internet fonctionne évidemment avec les satellites. Non, c'est jusqu'en 2018-2019, c'est à peine 0,4% des transferts. Il y a eu beaucoup de choses et de gestion faites à date. Teledesic a été évidemment, par exemple, un de ceux qui a été abandonné à l'époque, mais Iridium, dont Iridium Next était une des volontés de Bill Gates, c'était un de ses réseaux satellites personnels de l'époque. Il y en a plein, vous les voyez d'ailleurs, et je vous invite à aller voir les constellations de satellites là-dessus, mais ce qui est important, par contre, encore une fois, notre ami du monde de la Tesla, SpaceX et évidemment des fusées Dragon, encore une fois, Elon Musk a lancé une initiative en 2015-2016 et là, il commence à cartonner très fort puisqu'en février 2021, on a 1000 satellites à 550 km au-dessus de notre tête qui s'appelle Starlink. C'est une initiative pour vraiment mapper et faire une constellation de satellites au travers de la planète. Là encore, il y aura évidemment... je pense, un certain nombre de gestions. Encore une fois, d'ailleurs, Vincert, qui est le papa, comme John Postel, de tout ce qui était le protocole TCP et ainsi de suite, et le papa de l'Internet Protocol, donc du TCP/IP, a été demandé d'ailleurs au travers de la NASA et au travers du gouvernement américain de travailler sur de l'IP ou du protocole d'interaction entre les satellites virtuels ou entre le côté du satellite des étoiles, comme on l'appelle. Donc vous voyez que, encore une fois, tout ça est américain. Encore une fois, est-ce que c'est sécuritaire ? J'en ai aucune idée, on en reparlera tout à l'heure. Donc évidemment, encore une fois, toujours pour du physique, et ça c'est important, c'est comment ça marche.
Si ce n'est pas les satellites et que ce n'est pas en Terre, c'est que ça doit être évidemment sur Terre, ou en tout cas plus personnellement sous la mer. Vous avez à date, à aujourd'hui, en 2019, on comptait 378 câbles sous-marins à travers le monde, qui représentent 1,2 million de kilomètres, donc comme vous le dites dans la slide, 32 fois le tour de la Terre. 37 câbles. Et c'est fait exprès, il n'y a pas de faute d'orthographe, le GAFM, donc c'est GAFAM. Donc il n'y a pas Apple en fait dedans, mais Google, Amazon, Facebook, Microsoft en ont 37 à eux et propriétaires. Et sur le territoire américain est connecté 91 câbles en 2018, la NSA estimait. Là encore, ça me fait doucement rire quand on me précise que le cloud est sécuritaire, mais que l'Internet et les données Internet transitent à 80% par leur territoire. Je crois que tout ce que je viens de vous dire en amont prouve un petit peu que sécuritaire égale US ou c'est un autre débat. Donc évidemment, pourquoi 80 ? Ça s'explique avec la prochaine slide, qui est évidemment la notion des data centers, c'est-à-dire la notion où transitent les données et où sont stockées les données. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs je vous invite à aller sur datacentermap.com, à aujourd'hui on vous présente au complet les différents data centers au niveau de la planète. Encore une fois, vous voyez ma souris, j'en ai fait exprès de la mettre. Aux USA, il y en a 1912. Encore une fois, ils ont pris une avance énorme. Il y en a plus de 4500 au travers de la planète, des data centers, et en l'occurrence des data centers de données. À titre de comparaison, la France en compte que 161 et la Grande-Bretagne est à la deuxième place à 281. Ils font quand même peine figure sur, évidemment, les 1912. Je ne vous parle pas des autres pays, ça se chiffre des fois à 10, à 5, à 40. Donc, encore une fois, comme je le rappelle la plupart du temps, sécuritaire nécessite à dire quoi ? Est-ce que ça nécessite parce qu'on connaît que l'hégémonie, l'invention est aux États-Unis ? Ok, alors on continue. Donc maintenant, encore une fois, revenons à l'ICANN. Donc l'ICANN est évidemment l'Internet, en l'occurrence vous avez l'acronyme exact pour la consultation des noms et des numbers, de l'attribution des noms et des nombres. Avant c'était l'IANA, et maintenant l'IANA fait partie du membre de l'ICANN. Il faut savoir, encore une fois, que l'ICANN a été créé en 1998 en Californie. Le reste d'avant, qui était l'IANA, était aussi américain. Donc là, l'Internet Corporation for Assigning Name and Number, excusez-moi de mon accent un peu européen, par défaut est encore américain. Donc, un point tout net, une décision a été prise à la demande des États-Unis, selon un rapport du Sénat, qui d'ailleurs les liens seront évidemment donnés lors de la présentation. Pour la partie IQ, donc IQ, pour assigner à l'Irak, elle a été coupée pendant la guerre d'Irak. En 2005, des noms de domaines, évidemment pour ne pas les noter, porn, sexy, XXX et ainsi de suite, ont été aussi coupés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait évidemment, pour les sites pornographiques, à ce niveau-là, un certain nombre de groupes religieux et d'influence aux États-Unis qui avaient décidé de couper court. Encore une fois, et un truc aussi très très drôle, c'est que l'ICANN, jusqu'à, et on l'annonce en bas de la slide, 1er octobre 2016, dépendait du département du commerce américain. Ok, l'ARPANET était peut-être le défense ARPANET, du DARPA, donc Defense Agency, mais la notion de dire que l'ICANN dépend du commerce, on est bien d'accord qu'on est dans une autre mesure. Ça sous-entend encore une fois qu'on est là pour l'argent et évidemment une hégémonie classique. Encore une fois, la sécurité tourne autour de ça. Alors évidemment, c'est là où commence et s'accélère et d'où vient mon nom Splinternet. Dans les années 2010, la pression mondiale s'accentue, évidemment, parce que là, l'hégémonie des États-Unis, et au vu de ce que vous me demandez pour la sécurité du cloud, à la World Conference de 2012, là, commence à évidemment avoir des problèmes avec la Chine, l'Inde, la Russie, évidemment plein d'autres pays à aujourd'hui, puisqu'ils estiment par défaut que c'est encore un seul pays qui le détient. En 2013, dans le contexte des révélations évidemment de notre ami Snowden, évidemment, avec son affranchissement, on va dire, démarre et réclame plutôt, l'affranchissement évidemment d'être au travers du gouvernement américain, parce que Snowden évidemment montrait les points faibles évidemment de ce point-là. Donc pendant 20 ans, de 1996 à 2016, il y a eu un vrai gros combat avec l'ICANN, et effectivement, finalement,
En 2016, le contrat entre l'ICANN et le département, c'est Obama qui l'avait signé, expire sans être renouvelé. Et enfin, l'organisation est affranchie. Alors vous allez me dire, il est affranchi, mais est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Oui, mais avec des membres globaux des fameuses identités de serveurs que je vous parlais avant. Et par exemple, depuis le début de l'ICANN, c'était des présidents américains. Depuis 2016, le président est suédois. Donc ça prouve déjà une avance, évidemment, non négligeable sur ce domaine. Donc évidemment, un point de délire, et j'ai pas pu mettre la vidéo à cause, évidemment, mais je vous laisse évidemment 95-96, saison 3, épisode 6, vers la 36e minute. Un truc tout bête et une démonstration de l'incompréhension, évidemment, du fonctionnement des scénaristes face à Internet. C'est quand X-Files, et évidemment Scully, dit « Je leur envoie toutes les correspondances, bien, je vais appeler Internet. » On va appeler Internet. Waouh! Donc là, évidemment, maintenant en 2021, ça fait sourire, 20 ans plus tard. Mais le fait de dire j'appelle Internet, c'est qu'on ne connaissait pas évidemment les tenants et aboutissants. Et ça a été comme ça pendant de nombreuses années, jusqu'à encore évidemment on va dire le côté de l'effervescence de la planète et surtout au travers du cloud, et je parle du cloud public, et depuis ces 5-10 dernières années, à aujourd'hui, à chaque fois, soit ça s'arrêtait pour certains pays à Facebook, soit ça s'intéressait à certains pays pour le réseau social, mais lorsqu'évidemment ce genre de choses, et combien il y a encore de films qui précisent des fois, oui, je vais aller au monsieur Internet ou quoi que ce soit, c'est aussi ce genre de choses qui fait qu'on ne comprend pas à aujourd'hui qu'est-ce qui est la frontière entre privacy, sécurité, le fait qu'il y ait une hégémonie d'un pays. C'est aussi une des raisons pour laquelle cette blague est importante et montre évidemment la complexité du système. Alors, le concept donc de Splinternet, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez bien que ça nous dépasse. C'est pas le fait de savoir que quand je me connecte, mon provider, c'est là où je vais, que je fais tous mes queries, donc ils savent où je vais. Il faut savoir qu'en moyenne, une famille avec 3-4 postes, c'est-à-dire un homme, une femme, 2 enfants, ça représente à peu près 60 000 queries de DNS jour. Et si vous mettiez éventuellement des bloqueurs de DNS vraiment en amont, c'est-à-dire vous-même vous gérez votre propre système DNS, comme Behold ou Hardware par exemple, et vous le mettez en amont, vous verriez que vous auriez entre 35 et 40% de bloquants, et évidemment la possibilité de ne pas être poursuivi, en tout cas au travers des sites ou au travers de votre provider pour le faire. Ça ne vous met pas invisible au travers de votre IP, je rassure, ça, c'est d'autres affaires qu'on verra plus bas avec le VPN, mais la façon évidemment de le gérer est déjà là. Donc, si on remonte d'un concept et on facteur un peu plus, un Splinternet se solderait avec la fin d'un réseau unique, évidemment et universel et libre, comme je l'ai dit tout au début, et laisse place à plusieurs Internets épousant les frontières d'État. Et pourquoi c'est un problème? Elle peut être désignée par l'interdiction de raisons politiques, commerciales surtout, et par rapport à des sites et des services. On rappelle aussi, entre autres, que par exemple, en France, Orange étant évidemment avec Fortinet à l'époque, peut-être éventuellement avec des allégations d'être du côté Opus Dei, avait évidemment enlevé un certain nombre de sites qui pouvaient promouvoir éventuellement, par exemple, l'avortement ou d'autres choses, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Là aussi, c'est une sorte de censure interne, comme une sorte aussi de gestion. Mais plus important que ça, les plateformes de streaming, les jeux, les médias, on les voit aujourd'hui, c'est dans les journaux et en intégralité dans l'actualité du moment, on s'aperçoit que les majors, à aujourd'hui, et pour n'en citer que 2 ou 3 comme Netflix, Prime ou Disney, évidemment procurent un certain nombre de choses au travers de tous les pays, pas que le Canada, et on a des problèmes pour récupérer évidemment les taxes, les impôts, l'argent adéquat. Ça aussi, c'est un problème désormais parce que tant que ça n'allait pas juste à un tel stade évidemment financier ou un tel stade de volonté, ça n'avait pas évidemment son intérêt. Donc ça englobe au sens large. Eric Schmidt, d'ailleurs, en 2018, le fameux ancien PDG emblématique de Google, avait dit qu'une bifurcation entre un Internet dirigé par les Chinois et un Internet dirigé par l'Amérique, en source, aurait été éventuellement possible. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait faux, on le verra un tout petit peu plus tard dans la présentation. Donc je vous invite à aller voir Wikipédia Splinternet. Et puis le terme de balkanisation est, comme je disais tout à l'heure, un terme qui est dédié depuis la Première Guerre mondiale, qui a été galvaudé comme une sorte de mot valise, mais c'est pour les notions aux Balkans, et est utilisé pour décrire en fait un processus de fragmentation d'une région, d'un État en un autre petit autre État, souvent hostiles les uns les autres. La preuve en est, je pense que ça a tout son sens, évidemment, aujourd'hui. Donc,
Évidemment, une résistance s'installe déjà depuis le début. Hein. La domination, évidemment, est remise en cause par la Chine, la Russie, l'Union européenne, et l'Inde, comme on vient de le préciser. Les conséquences directes, c'est la volonté de maîtriser son morceau de cyberespace qui entraîne, forcément, parce que sous l'influence historique américaine, ça pose des problèmes. Alors, John Perry Barlow, qui nous a quittés il y a de cela un petit moment maintenant, fondateur de l'EFF, avait déjà mis une déclaration d'indépendance du cyberspace. Je vous inviterai à aller le voir, il est facile à trouver. Et en 2001, c'est Clyde Wayne Crew qui, dans un article du Forbes, note le mot Splinternet et note tout ce que je suis en train de vous préciser au travers le fait que il aurait fallu le laisser plus ou moins tranquille, mais que c'est impossible parce qu'en 2001, oui, c'était possible au vu de la machinerie qui n'était pas encore là. Amazon n'était pas aussi puissant, Google n'était même pas encore arrivé, encore moins le cloud public tel qu'on le connaît maintenant, comme Azure ou GCP. Donc, on peut comprendre que ces 10 dernières années a fait accélérer évidemment ces choses. Comme personne n'a laissé tranquille évidemment Internet, la guerre du cyberespace a bien lieu et elle se passe évidemment en ce moment. Alors, on ne peut pas évidemment, même si maintenant on se dit l'ICANN depuis 2016, ça y est, c'est 2016, on est en 2021, début 2021, hein, ça ne fait pas non plus 10 ou 20 ans. On a évidemment la partie GAFAM, donc par défaut de toute façon, au-delà évidemment de la notion sécuritaire des États hégémoniques et qu'on a vu au travers évidemment des câbles sous-marins, des notions des inventions, les notions de toutes les références qui se trouvent évidemment aux États-Unis. Évidemment, même si on essaye d'éliminer tout ça, évidemment la partie numérique qui ne va pas utiliser Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, c'est impossible. Donc par défaut, l'omniprésence évidemment effraie. Donc il y a des lois antitrust qui sont évidemment mises, il y a les punitions comme fait la directrice de l'Union européenne par rapport à des centaines de millions, mais c'est des sociétés qui pèsent des milliards. Donc par défaut, évidemment, encore une fois, est-ce que effectivement le cloud est sécuritaire au-delà de ce que nous on utilise au quotidien? C'est au travers évidemment de ça parce qu'on est salarié, parce qu'on est privé, parce qu'on a une famille. Là aussi, c'est la question évidemment, comme le dit ma capture de la quadrature, c'est filter your thought. Il connaît ce qu'est votre moment, vous savez ce que vous lisez, et puis évidemment Microsoft avec le Learn formate vos enfants. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'à aujourd'hui évidemment, ils sont partie prenante de notre vie à tous les jours. Mais désormais, comme je vous le disais, le Splinternet arrive de manière très très forte et les Chinois ne sont pas en reste à aujourd'hui. L'intégralité du soleil levant et l'empire de l'intégralité de la Chine a décidé de contrer. Donc ils ont leur propre système. Donc ils s'appellent non pas GAFAM mais Batix, donc Batix H, même si on veut mettre Huawei, parce qu'en fait le X de Xiaomi appartient à Huawei, mais Huawei lui-même avec la 5G arrive là-dessus. Donc là on revoit désormais l'équivalent GAFAM évidemment au travers américain. La Chine a décidé de mener très tôt une politique évidemment d'indépendance. Elle a d'ailleurs érigé depuis 2009 la grande muraille numérique. Ça a été la blague que j'ai trouvée sur le net. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et évidemment, contre l'accès évidemment à GAFAM. D'ailleurs, c'est même pas possible. Baidu étant Google et ainsi de suite. Alibaba étant l'équivalent d'Amazon et autres. Donc, le résultat du Splinternet existe bien. D'ailleurs, jusqu'en 2018, sans VPN, un occidental perdait vite ses repères sur l'Internet chinois. Mais depuis quelques années, la Chine et la Russie ont interdit l'usage des VPN à l'intérieur de leur pays par une loi. Une loi, marquant évidemment encore plus le fossé des services à l'interne. Donc, aucun moyen de le gérer à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Et en septembre 2009, je n'ai pas pu avoir des informations plus récentes, mais en septembre 2019, les GAFAM représentaient 801 milliards de dollars de chiffre d'affaires, que le Beta XH, c'est 329 milliards. Mais ça commence à évidemment, ils ne doublent pas, mais ils font un gros 50% évidemment d'avance, sachant que leurs propres pays eux-mêmes, comme l'Inde ou comme la Chine, représentent de toute façon déjà la moitié de la planète. Donc par défaut, ce n'est pas trop un problème. Donc la bataille s'accentue. Il n'y a pas que moi qui vois que la bataille, puisque j'ai récupéré cette capture quelque part sur le net, GAFA versus Batix. Donc au-delà de la censure et de la rivalité commerciale, évidemment, il y a une rivalité technologique. La gestion de la 5G est un problème.
Huawei désormais est en train vraiment de s'imposer comme l'entreprise leader du marché aujourd'hui au travers de la planète. Il n'y a pas grand monde, que ça soit autant aux US, bien gros mécontent évidemment des points et qu'ailleurs qu'une entreprise soit capable de rivaliser. Et puis évidemment la loi sur les renseignements nationaux en Chine en 2017, encore une fois ça fait à peine que 4 ans, contraint les entreprises locales à fournir des informations sur la demande du gouvernement, n'arrange rien évidemment la confiance des investisseurs là-bas. Encore une fois, sur le plan de la normalisation d'Internet, alors celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons non plus, l'Empire du Milieu renforce également son influence depuis 2015. Donc, de l'ONU, l'IUAT est une branche qui permet de gérer les normes au niveau Internet. Et comme c'est un Chinois qui est évidemment à la tête de ça, il a même demandé de faire un New IP, donc de créer une nouvelle norme, et ce New IP serait éventuellement de faire carrément du traçage de vos IP pour savoir quels sont évidemment built-inement dans le protocole où ça se trouve. Alors quand on me parle de sécurité cloud, aujourd'hui je trouve que la sécurité elle est beaucoup plus au-delà factorisée, elle est bien plus du tout dans les mains des grandes entreprises, encore moins de certains gouvernements, et que la bataille se passe quand même beaucoup plus au-dessus de nous. Je dirais qu'au-dessus de ça, il y a les extraterrestres éventuellement, mais là, avec la pandémie, on va s'arrêter là, sinon je vais me faire tuer par ma femme, là, pour le coup. Donc, cela nous dépasse, c'est ce que je précise. Les pays autoritaires, évidemment, veulent façonner leur Internet à eux, là, on le voit, et encore moins avec l'influence, évidemment, des États-Unis et du shérif. Dans des aspects d'Internet, les normes internationales, infrastructures économiques. Les premiers d'entre eux, évidemment, sont les pays autoritaires, hostiles à l'influence, évidemment, américaine. Et là, ce sont naturellement les premiers à rechercher, évidemment, l'instauration d'un réseau balkanisé ou d'un splinternet. L'un des exemples les plus spectaculaires, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et là, c'est radical. C'est depuis, évidemment... Il y a eu une loi qui est passée au 1er mars 2019 et au 1er novembre 2019, la Russie lance Runet, qui est leur Internet interne, pur, qui s'appelle le Red Web, évidemment pour pas le notifier. Pour le coup, c'est complètement démesuré. On parle évidemment de notions où là... je pense que le président russe décide évidemment de mettre une certaine censure aussi à l'interne. On s'aperçoit tout ce qui se passe évidemment depuis lors. Évidemment, la relance en face a été évidemment immédiate. C'est évidemment les initiatives américaines sont pas en reste non plus. Donc le refus évidemment des deux géants chinois, Huawei. On sait aussi qu'il y a un problème au niveau canadien. D'ailleurs, on tient évidemment la directrice financière, qui est la fille du patron du Huawei, à la demande depuis 2018, à la demande évidemment des États-Unis. Et puis ByteDance, qui a été évidemment bloqué avec évidemment le fameux réseau social chinois TikTok. Donc là, évidemment, encore une fois, c'est une guerre qui se passe en dehors des scopes. Là, on est vraiment dans de la gestion énorme. Donc l'éradication, évidemment, l'interdiction de certaines entreprises aux États-Unis, ainsi évidemment que les Chinois essayent évidemment de gérer comme la Russie, de césurer évidemment le point. Comme je le précise, là, on est dans une manifestation splinternet à la western. C'est celui-là qui dégainera évidemment le plus vite. Et on voit évidemment que la notion sécuritaire, elle n'est pas tout à fait telle qu'on nous on le pense à ce niveau-là. Alors évidemment, ça nous dépasse plus encore, c'est que pour les régimes autoritaires, il y a les ennemis publics, évidemment, de l'Internet. Là, pour ça, il y en a en 2003 et actualisé en 2016, surtout Reporters sans frontières. Je vous invite aussi à voir SecureDrop. SecureDrop est un site de pouvoir et ils ont fait un readme global d'OSINT comme un peu à la Belgicat, qui sont tous les journalistiques qui demandent évidemment de sortir des documents et de manière les plus sécurisées au monde. Quand vous gardez SecureDrop et que vous faites une recherche sur Google, vous allez retomber sur securedrop.org. Je vous invite à aller voir comment ils le font et leurs ressources. Vous allez voir, c'est assez impressionnant pour essayer d'être effectivement sécuritaire, privé et dans tous les domaines. Mais on voit qu'il ne faut pas être feignant parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut évidemment comprendre. Donc les préceptes et les fondamentaux que je viens de vous dire. Et dans ces ennemis-là, évidemment, pendant de nombreuses années de censure, ça résiste avec Collateral Freedom, là, qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, pour mettre en échec 18 pays, évidemment, ennemis d'Internet. Alors évidemment, la Birmanie, Cuba, Iran, Syrie mentionnés, la Corée du Nord, ça va de soi, je pense. Récemment, la Biélorussie a fait les manifestations suite à évidemment, en août et septembre 2020, c'est pas si loin, avec Alexandre Loukachenko. Donc,
par défaut, tout ça est en train de prendre une proportion au-delà des proportions commerciales ou de la pauvre notion de dire où est mon data center, où se trouvent mes fichiers d'impôts, où se trouvent mes fichiers de ressources. Je pense que là, le Splinternet est l'intégralité de tout ce que je vous dis depuis lors. C'est comment est fait l'Internet à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui amène évidemment cet effet de dire c'est quoi réellement la sécurité. Donc le phénomène n'est pas nouveau, évidemment. Et puis évidemment, d'où les réactions américaines récentes, dignes d'une guerre froide évidemment et d'un Far West technologique. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la directrice de l'Union européenne avait demandé évidemment, ou comme la France avait demandé on va dire entre guillemets des alertes, enfin pas des alertes, des impôts, pardon, et au niveau des taxes. Et même Trump, à l'époque, avait évidemment mis en avant, donc toujours encore une fois avec une protection à l'encontre, ou voire même des embargos américains pour le faire. Donc ça dépasse aussi le cadre du numérique en tant que tel. Évidemment, la souveraineté numérique est le mot à la mode désormais, rime avec démocratique. Bon, bah là, pas souvent, malheureusement, hein, on comprend avec les pays réputés autoritaires. Mais un point important, oui, en même temps, je le vois, c'est que le président russe a même précisé, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020, que l'Internet était une invention de la CIA. Donc ça prouve évidemment que la vision est différente entre les deux. Mais parallèlement, les pays réputés libres et démocratiques suivent la voie aussi de la souveraineté, évidemment, numérique, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les taxes, pour la partie, évidemment, des choix. Donc ceci désigne à la fois une volonté de contraindre les acteurs numériques américains et les autres à se soumettre aux lois locales du pays. Et puis, effectivement, une manière douce de faire, ou en tout cas une manière assez simple de faire du Splinternet, même si on suit plus ou moins, et pas le choix, l'influence, évidemment, des US. Évidemment, le paysage numérique change. Maintenant, aujourd'hui, avec, à l'image de son rival US, la Chine, évidemment, s'associe dans le secteur numérique. Elle a la fameuse voie de la soie, donc, ou la Red Belt, qui est en l'occurrence l'intégralité des choix que fait les Chinois au travers de l'Europe et de sa Chine. Mais là-dedans, évidemment, la route de la soie, la stratégie d'extension commerciale de la Chine, ça va jusqu'à l'Afrique. C'est évidemment avec Huawei, China Telecom, Unicom, China Mobile. Évidemment, ils mettent ça sur plus de 25 pays à aujourd'hui, comme la Birmanie, le Bangladesh, le Cambodge, le Kazakhstan, où nous, on n'y va pas, ou en tout cas les pays européens comme les pays américains, et évidemment en Afrique. Donc on s'aperçoit que là, le système, évidemment, change. À tout ça, évidemment, les pays des tuk-tuk n'est pas en reste. L'Inde n'est pas en reste. Il faut savoir que le développement va à vitesse de la lumière. C'est un immense marché, évidemment, numérique. Alors, comme il y a un petit conflit frontalier depuis longtemps entre la Chine et l'Himalaya, donc évidemment, l'Inde est en train de jouer sur les deux tableaux, entre la Chine et le GAFAM. Mais par exemple, l'Inde, en 2016, a bloqué FreeBasic, qui était l'Internet gratuite de Facebook. Donc on s'aperçoit effectivement que c'est le pays qui, encore une fois, fait le point. Et puis, il y a une loi e-commerce qui a durci les règles de vente en ligne, interdisant les grandes plateformes opérant dans le pays de vendre des produits si elles ont évidemment des grandes participations, 25% je crois de participation. Donc ça a évidemment été un coup dur pour les géants Amazon, même si encore une fois ils investissent énorme. Je vous ai mis Jio là parce que c'est Jio Reliance, c'est évidemment l'investissement depuis à peu près 4 ans où la personne qui est en charge de ça a repris cette société et cette société vient de prendre plus d'un tiers, voire la moitié évidemment de la connexion Internet en Inde. Donc on s'aperçoit que c'est évidemment, donc Facebook a investi, Google a investi, Microsoft a investi aussi. Puis là en 2019, il y a une loi qui est passée pour interdire aussi les crypto-monnaies, dont la Libra de Facebook aussi. Donc on s'aperçoit encore une fois que les pays se gèrent dans une démocratie numérique pour pouvoir le gérer. Donc, chute, l'Europe se réveille, parce que l'Europe, évidemment, est toujours plus ou moins à la fin du système. Je peux le dire, venant évidemment de ce super continent. Alors, connaissez-vous cette citation? Je l'ai toujours adorée, cette citation. J'espère que je ne me ferai pas, évidemment, incendier là-dessus. Mais l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Et évidemment, c'est toujours la même chose. On est toujours très long à le faire. Donc, évidemment, en 2013, suite aux révélations d'espionnage massif de la NSA d'Edward Snowden, le seul repère qu'ils ont eu, c'est de retirer un câble, mais d'être branché sur le continent du Brésil à partir de 2014 pour ne pas être dépendant des États-Unis. Pas beaucoup de choses. La
la chose la plus concrète qu'ils ont fait aujourd'hui, qui énerve souvent pas mal de monde en termes même de la sécurité ou des points, c'est là évidemment la GDPR ou la RGPD en français. Mais aujourd'hui, après 6 ans évidemment à émerger, constitue quand même une réussite réelle, surtout une réussite sur le paiement évidemment des taxes ou des impôts comme on le précise, et de l'adapter. Quoi qu'on en dise, c'est son splinternet à elle au travers, mais il faut qu'elle aille plus loin. La limite évidemment de l'EU, c'est de se présenter comme une troisième voie crédible, parce que elle ne pousse pas évidemment de manière économique ces champions européens, comme peut le pousser, et comme on le voit depuis maintenant 50 ans, les États-Unis ou la Chine qui fait. D'ailleurs, très bizarrement, la Chine, que je vous ai montré en haut, fait aussi des lois antitrust et commence à avoir évidemment des problèmes avec ses BATX. Hein. Donc évidemment, c'est ça qui est assez drôle. Ils créent des monstres, puis ils ne le veulent pas derrière. Alors évidemment, comme je vous disais, l'Europe est réveillée, donc désormais il y a une prise de conscience. Là, le Portugal veut évidemment profiter de la présidence du Conseil de l'Union dès le 1er janvier pour inciter à déployer un réseau de câbles sous-marins eux-mêmes, mais plus autonomes des États-Unis. Il y a par ailleurs 13 pays européens qui ont exprimé de volonté d'investir dans le domaine des semi-conducteurs, puisque tout ça, évidemment, a été échappé par la Chine. La Chine, au niveau des semi-conducteurs, n'a que 18% du marché mondial. Donc évidemment, là-dessus, les Ricains comme les Européens veulent lancer. Puis là, il y a un projet de cloud européen. Encore une fois, il n'est pas encore exempt par rapport au cloud russe ou le cloud chinois, Gaia-X, qui est en train de voir le jour. Son intérêt est encore une fois, d'un point de vue de la souveraineté, pose encore des questions, mais ils veulent l'ouvrir quand même à des entreprises extra-continentales, donc je vous laisserai évidemment voir. Mais encore une fois, si je prends le concept de qu'est-ce qui est sécuritaire, c'est là où, comme dans les clouds publics qui ont des environnements de gouffre, comme évidemment par exemple Azure au travers, ou en tout cas même Amazon, au travers du gouvernement allemand, ou du gouvernement américain, ou du gouvernement chinois, où je vous rappelle que c'est ChinaNet qui évidemment exploite son cloud en tant que tel, et ils ne fournissent que les data centers. Donc, évidemment, on arrive à aujourd'hui sur le fait de dire, mais qu'est-ce que je voulais vous présenter, au-delà de vous présenter que là, évidemment, toute la guerre démarre et que c'est vraiment un splinternet où on se pose la question, est-ce que le cloud est sécuritaire? Mais le cloud se repose sur tout ce que je viens de vous dire. Donc, par défaut, il hérite par défaut de tout ça. C'est encore des data centers, c'est encore des régions. Azure, on a 65 avec des data centers répliqués sur 3. Amazon, c'est pareil. Mais en même temps, c'est aussi l'intégralité de tout ce qu'on connaît de la mass surveillance, les fameux 5 eyes, 9 eyes et 14 eyes. Donc la understanding surveillance, c'est le fait est de se dire que si ces gens-là se sont regroupés pour évidemment vérifier et avoir la main mise avec tout ce que je viens de vous dire en amont, elle est où la sécurité? Parce que même si vous ouvrez un VPN, mais que vous êtes dans les VPN par rapport justement à la notion de la localisation de ces données VPN, si vous faites partie de ces FAI des 14 Eyes Country, ils ont le droit d'aller vérifier les logs, ils ont le droit de faire des télémétries, ils ont le droit d'aller vérifier vos IP, ils ont le droit d'aller évidemment sauvegarder ou en tout cas d'aller voir vos données. Donc, encore une fois, c'est comment savoir évidemment ce qu'il en est. On prend Duke Duo, DDG aujourd'hui, on pensait éventuellement qu'il était, oui, effectivement, sans référeur ou à ce niveau-là, mais compagnie américaine, avec en plus une volonté qu'Apple est en train de vouloir de l'acheter, américain. Quant, ok, c'est français, sauf qu'ils reposent tous sur des serveurs Huawei. Huawei, on a vu, ah oui, chinois. Et puis StartPage, encore une fois, compagnie américaine, avec en plus évidemment des incointances, on va dire, américains qui vont même jusqu'au gouvernement. Donc, encore une fois, la notion de privé et la notion éventuellement de sécurité demandent de comprendre comment tout en haut s'est posé, parce que si on pose quelque chose qui est évidemment déjà dans... Vous pensez que c'est du sable ou vous pensez éventuellement que c'est pas solide ou que c'est pas suffisamment logique de votre privacy ou votre sécurité, c'est évidemment là que ça pose problème. Alors, évidemment, dans quel but tout cela? Quel but, c'est que le cyberespace est devenu un lieu géopolitique, quoi qu'on en dise. C'est un lieu de gouvernement, c'est un lieu où vous voyez que si on est remonté sur nos fondamentaux, vous êtes, à part si vous voulez rester dans une grotte, à part si vous voulez faire du VPN interne en local, à part si vous avez votre propre data center on-premise, mais on se trouve d'accord, hein, data center on-premise, livrer des tonnes de gens au travers de la planète, gérer du scaling, gérer évidemment de l'infrastructure as code, gérer tout ce qu'on veut, ça va vous coûter tellement cher, ça va vous coûter tellement de personnes, pénurie de gens, formation, gérer selon les lieux géographiques, c'est compliqué. Donc encore une fois, il faut simplement dire, est-ce qu'une voiture est sécuritaire? Oui, elle l'est, par défaut.
quel est éventuellement un airbag, pas d'airbag et autres, mais est-ce qu'éventuellement la Tesla qui roule toute seule est plus sécuritaire que la Hyundai qui évidemment a 10 ans? Peut-être pas. Et inversement. Donc je veux dire que c'est la personne qui est dedans la voiture qui est peut-être moins sécuritaire ou ce qu'il en fait. Si je roule à 300 évidemment sur une petite route avec une Porsche, je vais être peut-être moins sécuritaire qu'un gars qui roule à 50, même sur un autoroute qui lui aussi pourrait être pas sécuritaire. Donc vous comprenez que c'est qu'est-ce qu'on en fait et non pas avec quoi on joue, puisque si on le connaît, on sait où on se trouve et de quelle manière on doit le poursuivre. Donc ce faisant, la roue du Splinternet tourne de toute façon, les lois nationales se modifient, les expériences de navigation changent au travers des frontières. Le leadership des US, évidemment, est contesté. Quoi qu'il en est, désormais, c'est fait. D'ailleurs, l'ICANN, avec cette coupure, a prouvé. L'utopie, évidemment, un peu libertarien de l'époque, de penser que l'Internet serait unique et exclusivement technique, semble évidemment définitivement derrière nous. Sur le plan technique, évidemment, et stratégique, c'est le but du jeu des entreprises, enfin des gouvernements à essayer d'aider évidemment ces entreprises technologiques. Et puis évidemment, c'est incroyable parce qu'ils viennent de voir que c'est une dépendance technologique. Mais ça revient au même que la pandémie qu'on est en train de vivre. On vient de s'apercevoir que si on n'a pas d'usine à vaccins, on est dépendant des autres. Ça revient au même, sauf que là, c'est un monde réel. Et là, comme je le dis souvent dans mes prêses, est-ce que vous fermez votre porte de votre maison quand vous êtes sorti le matin ? Oui, souvent j'ai jamais vraiment beaucoup de mains levées dans la salle quand j'ai une salle qui me dit que non, ils ont pris un risque. Donc ça revient au même évidemment à ce niveau-là. Alors, le cloud dans tout cela, est-il sécuritaire ou devrions-nous dire, n'est-il pas quoi? Américain, chinois, Forty Eyes, etc. Est-ce qu'il est là? C'est ce que je viens de dire. Il repose sur tout ce que je viens de vous montrer. Alors, c'est soit vous faites avec, soit vous ne faites pas avec, et c'est le bon fonctionnement que vous allez en faire, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut tout un système autour de ça pour éventuellement éviter de savoir est-ce que nos data centers sont évidemment aux États-Unis ou pas. Les data centers de l'AD, par exemple, d'Azure, sont qu'aux États-Unis. Donc, quand vous avez mis évidemment de la fédération ou quoi que ce soit, de toute façon, l'intégralité de vos gens sont et se trouvent aux États-Unis. C'est pour autant que vous n'êtes pas sécuritaire. Sauf que Azure, comme Amazon, dépense à peu près 1 milliard par an. Est-ce que vous dépensez 1 milliard par an par sécurité? C'est là où il faut aller plus loin. Alors après, je peux vous balancer, comme je le dis à chaque fois, toutes les conformités. En haut, c'est Amazon et en bas, c'est Azure. Ils les ont tous, les conformités, les certifications. Est-ce que ça vous change votre point de vue à croire éventuellement que le cloud est sécuritaire parce que vous pensez que votre donnée va mal transiter? C'est surtout le fingerprint qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est vous ou c'est votre donnée. D'ailleurs, tous les leaks qu'il y a aujourd'hui depuis ces 3 dernières années sortent de l'intérieur, jamais vraiment de l'extérieur. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas pen-tester, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vérifier, mais c'est évidemment une des vérifications. Donc il faut le gérer comme étant une nouvelle réalité, avec par-dessus tout ce qu'on s'est montré, et vous allez évidemment dire, oui, effectivement, s'ils ont fait tout ça et qu'ils ont évidemment toutes ces conformités, on estime que leur propre data center et leur système, évidemment, est bon. Ou l'argent. Parce que l'argent, aujourd'hui, en quarter 4 de 2021, le cloud représente évidemment des milliards de dollars. On voit que les Other, c'est 35%, mais AWS, c'est encore 32% et Microsoft, c'est 20%. Donc, c'est l'argent. Avec le business en 2022, vous voyez que le cloud system infrastructure, c'est 76%. Le cloud business process service, c'est 61%. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, que vous soyez éventuellement réfractaire ou croire que au vu de tout ce qu'on a vu sur cette présentation, on n'a évidemment pas le choix, et c'est l'argent et la notion du time to market, comme on dit, ou le marché, qui fait qu'eux-mêmes se positionnent. Soit encore, évidemment, les clouds de ce monde, ou en tout cas les clouds publics, donc c'est-à-dire Amazon, Azure et Google, sont encore américains, à moins que vous y allez chez Baidu et éventuellement chez Huawei, mais là c'est chinois, ce sera un autre, ou Runet, mais c'est russe. Donc là aussi, encore une fois, c'est ça qu'il faut se poser comme question au niveau de sécurité. Mais maintenant alors, les fondamentaux, front-end, back-end. Vous voyez, on peut aussi faire n'importe quoi comme on veut, ou est-ce que l'identité est safe? Alors oui, au début, mais après, on oublie de rebasculer. Encore une fois, c'est si vous oubliez vos choses. Ou Huawei, My New Huawei Pro, My Data, Chinese gouvernement. C'est comme vous voulez. On peut les prendre dans tous les sens que vous voulez, c'est selon ce que vous allez faire automatiquement au quotidien. On peut toujours faire pentest et bonne pratique de dev, faire confiance à sa sécurité d'origine, faire son SAST, faire son DAST. Je ne vais pas vous sortir évidemment les bons préceptes d'OASP et compagnie, parce que là je vais me faire passer pour vraiment un vieux schnock, mais le but du jeu il est là. Il est que on ferme notre porte de notre maison quand on part le matin, on ferme la porte de notre voiture, c'est la même chose pour votre numérique et ça marche de la même manière pour le cloud à aujourd'hui. La même chose, juste le bon sens, on prend comme le Seigneur des Anneaux. Vous avez le ciseau en haut,
Cyberteam, le SOC, le Watchlist Tracing, l'Internet et le Firewall. Et puis surtout, vous mettez le two-factor, le MFA au complet. À partir de là, juste le bon sens, ça va vous permettre de protéger le tout. Désormais, le fait de véhiculer évidemment les données, le fait de gérer éventuellement les données sera éventuellement de votre responsabilité. Essayez de donner le plus de responsabilité aux providers publics, évidemment en essayant d'être plus du SaaS ou du PaaS et non pas de revenir dans l'état d'esprit du IaaS comme les protocoles de serveurs et de gérer ça comme un animal de compagnie. Vous voyez ça comme évidemment du bétail, évidemment, et de gérer la factorisation plus en haut, c'est comme ça que vous arriverez évidemment à gérer au mieux, parce que de toute façon, vous reposez sur tout ce que je viens de dire. Américains, Chinois, Russes, Européens, chacun fait aussi sa balkanisation, et de toute façon, chacun fait que votre notion de démarrage de l'Internet et vos gens qui les utilisent sont gérés. Alors à moins que vous vouliez rester dans votre propre VPN et autres, je vous rappelle que les services secrets ou n'importe quoi ont des zones évidemment très safe, mais là on enlève les téléphones, on enlève les puces, il n'y a pas de connexion et on est en train d'être avec du papier et du crayon. Donc je vais vous dire, à moins de revenir en arrière, c'est assez compliqué. Je vous invite évidemment, je refais une petite pub pour le Hackfest au niveau du 2021. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir enduré et écouté. C'est impressionnant parce que je crois que je vais être en plus à l'heure. Je pense que Nicolas va me faire un gros câlin, même si on n'a pas le droit, je le précise. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai évidemment disposé à y répondre sur la plateforme qui sera mise à disposition quand vous verrez cette présentation. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez évidemment les liens et la presse qui sera distribuée au travers du Secure et évidemment de la chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.